favor, señor. ¿Dónde está mi equipaje? No comprendo, señor. Favor de pasar por aquí. J'étais persuadé d'avoir appris la bonne prononciation. Mais quand j'ai testé mon guide de conversation à l'aéroport de Maracaibo, personne n'a compris un mot. Je me suis rappelé ce que m'avait dit Créole lors des séances d'information. J'avais travaillé dans un pays étranger pour une compagnie pétrolière américaine, alors je dois me comporter en conséquence. Exactement comme Créole. Ici, pour les Vénézuéliens, chacun de nous représente les États-Unis. Les États-Unis ont entrepris de bâtir un empire dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais l'essentiel de ce travail a été accompli dans l'ombre, par des agents d'influence, comme moi. Les agents de la CIA ne se présentent pas comme des barbouzes ou des espions, encore moins comme des agents de la CIA. Ce sont des attachés commerciaux ou des conseillers politiques auprès de l'ambassade des États-Unis. Ils s'affublent d'un autre titre officiel. En général, ce n'est ni espion ni même agent de la CIA. Pour nous, c'est pareil. Agent d'influence, c'est un terme générique, mais ce n'est pas le genre de titre qu'on écrit sur sa carte de visite. J'avais peur. Je savais que j'aurais affaire à forte partie. J'avais vu les chacals à l'œuvre. La même question revenait toujours. Et si ça m'arrivait à moi? Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Peut-être 20 jours, peut-être 20 ans. Il fallait que je raconte cette histoire. Bueno, empezamos. J'étais encore étudiant lorsque j'ai été recruté par l'Agence de sécurité nationale, la plus grande agence de renseignement des États-Unis, sûrement la plus secrète aussi. On m'a fait passer une série de tests de personnalité, détecteurs de mensonges, et on a décrété que j'avais le potentiel nécessaire pour devenir agent d'influence. Puis on m'a fait comprendre que je ne devais même pas songer à faire ce métier, ni même à accepter mon premier poste, si je n'étais pas certain de poursuivre dans cette voie. Parce que, comme on me l'a dit, une fois qu'on y est, c'est pour la vie. Créole avait envoyé un autre ingénieur américain du pétrole à ma rencontre pour qu'il me fasse faire le tour du propriétaire avant de passer au bureau d'ingénieur. Dès mon arrivée, j'ai fait des connaissances. Je me suis tout d'abord arrêté au service administratif, puis je suis allé dans mon bureau. Nous, les agents d'influence, nous avions différentes méthodes de travail. La plus courante consistait à jeter notre dévolu sur un pays du tiers-monde disposant de ressources convoitées par nos entreprises, le pétrole par exemple. Puis à faire en sorte qu'une organisation comme la Banque mondiale lui octroie un prêt faramineux. Le gros de cette somme tombait directement dans l'escarcelle d'une entreprise américaine de construction, par exemple comme Bechtel ou Halliburton. Cette dernière se chargeait alors de mettre en œuvre dans le dit pays du tiers-monde des projets de construction colossaux, comme des centrales électriques, des parcs industriels ou des ports. Une fois que Chesty Mann avait signé un contrat avec le gouvernement,
Mon travail consistait à surévaluer les besoins afin que le prêt soit aussi substantiel que possible. En gros, voilà comment ça marchait. J'ai demandé au chauffeur de me faire visiter Caracas. J'ai visité l'est de la ville, les nouveaux quartiers, là où il y a 10 ans, il n'y avait que des plantations de café et de canne à sucre. Certains quartiers résidentiels sont plutôt futuristes. D'autres, en revanche, sont si calmes et si tranquilles qu'on se croirait dans un autre monde. La cité universitaire est l'un des hauts lieux de Caracas. Encore un exemple de la prospérité dont jouit le Venezuela grâce au pétrole. Le pays se retrouve pris au piège de la dette. Une dette si énorme qu'il est dans l'impossibilité de rembourser. C'est alors que nous, les agents d'influence, nous retournons dans le pays pour dire « Écoutez, puisque vous ne pouvez pas rembourser votre emprunt, rendez-nous service. Votez favorablement lors du prochain vote important à l'ONU. Ou envoyez-nous des troupes en renfort en Irak. Ou mieux encore, vendez-nous votre pétrole pour une bouchée de pain, ou votre main-d'œuvre, ou toute autre ressource susceptible de nous intéresser. » Le système de l'emprunt pour le développement est simple. Vous empruntez de l'argent à la Banque mondiale, puis vous investissez dans cet extraordinaire barrage ou dans cette politique géniale en faveur de la croissance économique, ce qui doit vous permettre de rembourser aisément votre emprunt, voire plus. C'est donc un excellent investissement. Mais bien entendu, les choses ne sont pas aussi simples. De nombreuses régions du monde sont en perte de vitesse. Prenez l'Afrique subsaharienne par exemple, ou une bonne partie de l'Amérique latine. Elles ont perdu 2 décennies. À bien des égards, 50% à 60% de la population de la plupart des pays d'Amérique latine est toujours aussi pauvre qu'avant, pour ne pas dire plus. Ce qu'on ne vous enseigne pas à l'école, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que donner un coup de pouce à l'économie d'un pays, ça ne veut pas forcément dire aider la population. Parfois, seuls les plus riches en haut de l'échelle en bénéficient. Et c'est comme ça dans tout ce qu'on appelle le tiers-monde. Identificamos un país que tiene recursos nuestras corporaciones desean. Por ejemplo, en los 70s identificamos a Ecuador como un país lleno de petróleo. Yo le pregunto al arrepentido si a un gángster, a un sicario de la CIA, tiene conciencia y por lo tanto tiene credibilidad como para convencer de su arrepentimiento. ¡Hombre!